Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de l'INRS, webinaire sur le thème des machines et plus particulièrement sur l'utilisation des machines, les points clés de la démarche de prévention. Merci de vous être inscrits aussi nombreux à ce webinaire et d'avoir posé des questions aussi variées, questions que nous avons prises en compte bien sûr dans l'élaboration de ce webinaire et auxquelles nous avons tâché de vous apporter des réponses. Soyez donc bien attentifs jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent télécharger ce support sur la passerelle GoToWebinar en cliquant sur l'onglet Documents. Je suis Mimoun Jalad, expert d'assistance conseil dans le domaine des équipements de travail et du risque électrique, et je vais co-animer ce webinaire avec ma collègue Clémentine Morgeau, elle-même experte d'assistance conseil dans le domaine des équipements de travail. Au sommaire de ce webinaire, on va commencer par le contexte. On parle de prévention des risques. Quels sont ces risques? Quelle est l'accidentologie liée aux machines? On traitera également des obligations de l'utilisateur. Beaucoup de vos questions portaient justement sur les aspects réglementaires. On a donc fait en sorte d'aborder ces sujets-là. Nous traiterons des étapes clés de la démarche de prévention, donc recadrer l'évaluation des risques dans toute cette démarche. Et nous traiterons ensuite plus précisément pour chacune des étapes, acquisition, installation, utilisation, modification, cession, des moyens à mettre en œuvre pour assurer la prévention des équipements de travail. Et enfin, nous referons un point sur toutes les ressources, sur toutes les informations qui peuvent vous être mises à disposition par l'INRS pour vous aider dans votre démarche de prévention. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, le contexte. Donc on parle de prévention des risques machines. Mais quels sont ces risques? Quelle est la part d'accidentologie liée à la machine? Eh bien, pour répondre à ces questions, une étude avait été réalisée en 2016, une étude réalisée sur la base des chiffres de la Caisse nationale d'assurance maladie en termes d'accidentologie. Et cette étude, que vous pouvez d'ailleurs récupérer en téléchargeant l'article qui avait été publié dans notre revue HST, Hygiène, Sécurité au Travail, édité par l'INRS. Donc en 2020, cette étude a fait donc l'objet d'une publication et vous pouvez la télécharger sur notre site EC27. Donc que laissait apparaître cette étude? C'était que 10 à 15% des accidents du travail impliquaient des machines. Dans ces 10 à 15% d'accidents du travail impliquant des machines, donc quand on parle d'accidents du travail, ceux qui sont recensés, c'est ceux qui amènent un arrêt de travail de plus de 4 jours. 8,7% de ces accidents donnaient lieu à des incapacités permanentes. Ces accidents, ça représentait quand même 55 000 accidents par an. 55 000 accidents par an et 3 millions de jours d'arrêt chaque année. 3 millions de jours d'arrêt, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 15 000 personnes, une entreprise de 15 000 personnes, la ville de Lourdes, c'est à peu près 15 000 personnes, à l'arrêt pendant un an. Donc c'est assez significatif. Si on rentre dans le détail de ces événements, une autre étude avait été réalisée sur la base d'EPICA. Donc EPICA, c'est une base de données nationale qui recense plus de 21 000 accidents du travail, où là on a vraiment des informations plus détaillées. Mais cette étude EPICA laissait apparaître que 60% des accidents arrivaient hors production. Donc c'est quand même un chiffre à retenir. On se dit qu'en mode production, donc l'usage normal de la machine, 90% du temps, cette machine est utilisée en mode production, ce n'est que 40% des accidents. 60% des accidents sont réalisés hors production. Donc il faut bien penser, on y reviendra, pendant la phase d'évaluation du risque, de bien analyser également tous les risques liés à tous ces modes de marche un petit peu dégradés, sur la maintenance, le nettoyage, toutes ces choses-là. Voilà en termes de quelques paramètres, quelques éléments de contexte concernant l'accidentologie. Concernant les obligations de l'utilisateur, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de la réglementation. Il faut savoir qu'en termes de machines, la réglementation prévoit une double responsabilité. La responsabilité du fabricant de la machine, mais également la responsabilité de l'utilisateur de la machine. C'est le sujet que nous traitons aujourd'hui. Alors cette réglementation, elle est issue de l'Union européenne, des traitements de fonctionnement de l'Union européenne. On a d'une part une réglementation qui va assurer la libre circulation des produits, donc plutôt orienté fabricant, le responsable de la mise en service ou de la mise sur le marché du produit, et une réglementation qui va, elle, se traiter de la santé et de la sécurité des travailleurs.
plutôt lié utilisateur. Et quand on parle d'utilisateur, généralement de code du travail, on parle de l'employeur. C'est lui qui doit assurer la sécurité de ses salariés. Alors comment ça se décline? Par des directives. Donc une directive, première bouture de cette directive publiée en 1989, c'est la directive machine, qui donnait les exigences essentielles de santé et de sécurité aux fabricants des machines pour qu'ils puissent fabriquer leurs machines et assurer la santé des personnes qui allaient les utiliser. Donc première directive en 89, plusieurs versions de cette directive. Aujourd'hui, la directive applicable, c'est la 2006-42, qui sera remplacée à partir de janvier 2027 par un règlement. On a eu des questions sur ce règlement. Ça peut faire l'objet d'un webinaire à lui tout seul, donc on ne va pas traiter de ce règlement aujourd'hui, c'est plutôt fabrication, mais pourquoi pas organiser un webinaire sur le sujet à l'avenir. Et côté du coup utilisateur, pareillement, une directive, donc la première qui était la directive 89-655, aujourd'hui la directive d'application c'est la 2904, qui elle m'a donné toutes les règles à appliquer pour pouvoir utiliser un équipement en sécurité. Utiliser, installer, mettre en service. Nous allons y revenir. Donc toutes ces directives, pour qu'elles soient applicables en droit français, enfin dans les droits des pays de l'Union européenne, il faut qu'elles soient transposées en droit. En France, tout ça a été transposé dans le Code du travail. Donc Code du travail qui parle des responsabilités des fabricants et Code du travail qui va parler des responsabilités des utilisateurs. Donc nous, aujourd'hui, on s'adresse bien entendu aux utilisateurs. Alors, juste un petit aparté, ça faisait partie d'une des questions qui avait été posée par l'un d'entre vous lors de son inscription, c'était l'utilisateur peut-il être fabricant? En effet, l'utilisateur, s'il fabrique lui-même sa machine, il devient fabricant et il va être en effet responsable du marquage de sa machine. Il va devoir, en plus de respecter la réglementation applicable aux utilisateurs, la partie qui est encadrée en rouge dans le slide actuellement, il va devoir également respecter la réglementation fabricant. Ce n'est pas parce qu'on fabrique une machine pour soi-même qu'on en est dispensé. On est fabricant, on doit respecter cette réglementation. Alors les obligations de l'utilisateur, le Code du travail, grossièrement, ce qu'il prévoit, c'est que l'utilisateur a sa part de responsabilité. Il ne faut pas qu'il s'arrête au marquage CE du fabricant. Il va avoir des choses à mettre en place pour pouvoir choisir, installer, utiliser sa machine. Donc il a des responsabilités tout au long des étapes, des phases de vie de la machine. Du choix de la machine, son acquisition, à sa mise en service, à son utilisation, à sa modification, jusqu'à sa cession. Alors le Code du travail prévoit des règles ou des lois pour chacune de ces étapes. Ça commence par l'acquisition. Donc l'utilisateur, l'employeur, doit utiliser des équipements appropriés et adaptés au travail. Il doit choisir cet équipement en fonction des conditions de travail. C'est dans les règlements. Ensuite, si on passe sur la partie installation et mise en service, il va encore une fois avoir des responsabilités. Sur l'installation, il va devoir assurer la stabilité de son équipement, par exemple. Il va devoir assurer qu'il a bien pris en compte toute la réduction du risque. La réduction du risque a été suffisante pour pouvoir travailler en sécurité. Prévoir les accès à son équipement. Donc tout ça, ça fait également partie d'articles du règlement du Code du travail. La mise en service, l'utilisateur, encore une fois, bien que la machine soit marquée CE, il va quand même devoir s'assurer de la conformité de l'équipement avant de la mettre à disposition de ses salariés. Sur la partie utilisation, il va devoir maintenir en état sa machine. La machine ne doit pas se dégrader. Donc il va avoir des obligations de maintien en état. Il va également avoir des obligations en termes d'information et de formation de ses salariés et de tous les salariés. Ce sera développé par Clémentine dans un second temps. La modification, oui, soit des modifications. Dans le cycle de vie d'une machine, on peut être amené à faire des modifications, mais il y a des règles à respecter pour ces modifications. Donc encore une fois, le Code du travail le prévoit. Et enfin, la cession. On peut céder une machine, on peut vendre une machine, il existe des machines d'occasion, pas de problème là-dessus. Par contre, il y a des règles à respecter pour pouvoir céder ces machines. Il y a des règles pour la vente. Et quand on dit céder, c'est vraiment la cession à titre gratuit également, la location, le don, tout ça, il y a des règles à respecter. Donc, tout ça sera développé dans la suite du webinaire. Donc nous avons vu dans un premier temps le contexte, l'accidentologie, nous avons vu les aspects réglementaires. Rentrons maintenant vraiment dans le vif du sujet, les étapes clés de la démarche de prévention.
Alors, chaque étape clé de la démarche de prévention, et ce que je vais dire, ça va être vrai dans n'importe quelle démarche de prévention, ce n'est pas spécifique aux machines, commence systématiquement par une évaluation des risques. Évaluation des risques concernant la santé et la sécurité des travailleurs. Et cette évaluation des risques, il ne faut pas attendre que la machine soit in situ, branchée, prête à utiliser. Elle doit être faite dès la phase de réflexion, d'acquisition, de choix de l'équipement. Clémentine y reviendra et développera ces aspects-là. Cette évaluation du risque, elle doit être transcrite. Donc il faut transcrire les résultats de l'évaluation du risque et le plan d'action lié au risque qu'on aurait identifié. Et ça c'est transcrit dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc une fois l'évaluation du risque réalisée, on aura identifié des actions de prévention pour prévenir les risques que nous aurons tracés dans cette fameuse évaluation. Et les mesures de prévention de tous ces risques devront être mises dans le respect des principes de prévention. On va d'abord mettre en place des mesures plutôt techniques. On va essayer de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas, par exemple, mettre des mesures de protection collective. Et seulement dans un second temps, on va penser à mettre des mesures plus organisationnelles ou des EPI, par exemple. Donc, maître mot en fait à retenir, c'est que l'employeur a des obligations. Il a obligation d'évaluer les risques et de mettre en place des actions de prévention. Ce n'est pas seulement le bon sens qu'il dit, c'est également la loi. Alors comment ça se traduit en termes de démarche ? On le voit là. Dans un premier temps, action de prévention des risques. Donc mesures techniques pour agir sur le danger ou sur l'exposition des travailleurs. Pour rappel, qu'est-ce que c'est un risque ? C'est un danger et une exposition. S'il y a seulement un danger et que personne n'est exposé, il n'y a pas de risque. Si je suis exposé à aucun danger, je n'ai pas de risque. Donc c'est bien sur ces deux éléments qu'on va devoir agir pour pouvoir réduire et prévenir les risques. Soit agir sur le danger, soit agir sur l'exposition. Donc avec des mesures techniques, dans le respect des principes généraux de prévention. Ensuite, on va mettre des actions en complément de ces actions. On va mettre en place des actions d'information et de formation et en mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à pouvoir maîtriser les risques. Donc quelles actions pour l'évaluation des risques ? Si on zoome un petit peu plus précisément sur les machines, comme je vous l'ai dit, il y a une double responsabilité. Responsabilité du fabricant, responsabilité de l'utilisateur. Donc le fabricant, dans le respect de la directive machine, doit réaliser une évaluation des risques. Lors de la conception de sa machine, il doit tracer les résultats de cette évaluation dans son dossier technique. Donc dossier technique qu'il ne remet pas à l'utilisateur, soit il n'a pas l'obligation, mais qu'il doit tenir à disposition des autorités compétentes. Généralement, en cas d'accident du travail, on demande à ce que soit fournie cette évaluation du risque. Et pour les risques résiduels, il doit les notifier dans sa notice d'instruction qu'il remet à l'utilisateur. Voilà. Donc ça concerne le fabricant. Pour vous aider, on a une belle brochure à l'INRS, c'est l'ED 6389. Donc n'hésitez pas à la télécharger sur notre site, qui revient sur toute cette méthode d'évaluation du risque lors de la conception des machines et qui propose également un exemple, qui traite un exemple et qui propose un format d'évaluation du risque. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer pour réaliser votre évaluation du risque si vous êtes fabricant. Et donc l'utilisateur, toujours cette double responsabilité, l'utilisateur, en complément de l'analyse de risque du constructeur, il doit également faire cette évaluation du risque avant la mise en service de sa machine. Évaluer les risques pour tout ce qui est interface entre l'homme et la machine, utilisateur-machine. Il doit prendre en compte l'environnement réel dans lequel sera intégrée la machine, tenir compte peut-être d'une atmosphère à texte, de l'espace qu'on a autour de la machine, des hauteurs, de toutes ces choses-là. Donc il doit en tenir compte pour réaliser son analyse de risque. Cette analyse de risque, ce n'est pas un document pour se faire plaisir, ce n'est pas de l'autosatisfaction, ce n'est pas un document contractuel qu'on me fait en papier et qu'on met dans une armoire. Non, c'est un document qui va vivre avec la machine, qui va vivre avec l'entreprise. Si l'atelier est modifié, ça va peut-être avoir des conséquences sur l'évaluation du risque. Donc on va modifier cette évaluation du risque, on va la remettre en question régulièrement. Donc c'est vraiment un document qui vit et qui est à refaire au cours de la vie de la machine. Et cette évaluation du risque, encore une fois, doit être formalisée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
Et encore une fois, l'INRS étant à votre service, nous avons également une brochure pour vous aider pour faire cette évaluation du risque. Le D6323, téléchargeable encore une fois librement sur notre site, où vous allez retrouver une méthodologie d'analyse de risque et des fiches pratiques pour traiter chaque type de risque, enfin les risques principaux, risque électrique, risque mécanique. Donc voilà, n'hésitez pas également à utiliser cette brochure. Donc si on résume, l'utilisateur, il a des actions de prévention à mettre en place pendant toute la phase de vie d'utilisation de la machine. Choix, réception, installation, utilisation, modification, session. On va voir quelles sont les étapes clés et les actions qui sont à mener pendant chacune de ces étapes. Je vais donc laisser la parole à Clémentine qui va aborder ces sujets avec vous. Merci Mimoun et bonjour à toutes et à tous. Donc pour aborder un petit peu plus en détail ces 5 phases de vie de la machine, on va commencer par une étape qui est primordiale, la phase d'acquisition. Primordiale parce que c'est à ce moment-là qu'il faut faire les bons choix pour avoir une machine qui soit bien adaptée aux tâches à réaliser, une machine qui soit sûre et préparer sa bonne mise en œuvre. Donc de manière générale, les différentes étapes de la démarche d'acquisition. Donc en premier lieu, on va chercher à analyser l'existant, à définir, à exprimer quels sont les besoins et quelles sont les contraintes vis-à-vis de la future implantation. Tout ce besoin, on va le formaliser dans un document qui s'appelle le cahier des charges. Ce cahier des charges va être le document de base pour avoir des échanges avec les différents fournisseurs. Sur la base de ce cahier des charges, les fournisseurs vont émettre des propositions techniques qui vont être analysées pour pouvoir au final faire le choix du ou des fournisseurs qui vont être retenus pour l'installation. Donc en premier lieu, étape très importante, l'expression du besoin. Donc c'est vraiment une étape fondamentale pour bien définir quels sont les besoins de l'entreprise. Donc on va en premier lieu énoncer le besoin. Donc quelles vont être les fonctionnalités attendues de la machine. Très important, j'insiste sur le point fonctionnalité. Il faut faire attention à ne pas imposer de solution technique. La solution technique, elle doit être proposée par le fournisseur, donc soit le fabricant de machine, soit si c'est une machine qui est faite en interne par le service méthode ou autre. Et les fonctionnalités, comme l'a dit Mimoun, on doit bien penser à toutes les phases d'utilisation de la machine, que ce soit la production, mais également le nettoyage, le réglage, les changements d'outils, le dépannage, la levée des défauts, etc. On va également formuler les exigences de production, que ce soit en termes de performance, de qualité, de fiabilité, les conditions et les contraintes d'utilisation qu'on peut avoir, l'impact du projet sur l'entreprise, en particulier sur le plan humain. Donc là aussi, c'est un sujet important à bien étudier, que souvent qui passe un petit peu à la trappe, de bien voir comment la machine va s'intégrer dans l'activité existante, de voir qu'est-ce qu'elle va venir perturber, qu'est-ce qu'elle va venir améliorer, qu'est-ce qu'elle risque également de dégrader. Donc de bien identifier quels changements vont être induits par la mise en place de cette machine. Et donc pour ce faire, on va recueillir les informations sur le terrain, donc déjà des informations d'usage, quelles sont les activités qui sont réalisées aujourd'hui autour de la machine qui va être installée. Ça peut être une analyse de l'activité, soit des personnes, soit un poste de travail, ça peut être aussi des analyses des flux. Et on va venir recueillir toutes les informations techniques qu'on peut avoir sur le terrain, notamment par le retour d'expérience. Donc, un point très important, on insiste souvent dessus, il faut associer à la démarche tous les acteurs qui vont être concernés par la mise en œuvre de cette machine, que ce soit les méthodes, la production, les équipes de maintenance, les instances de représentation du personnel, etc. Donc tous ces éléments, on va les synthétiser dans un document qui s'appelle le cahier des charges. Ce cahier des charges, il va permettre d'être un support pour faciliter les échanges, le dialogue entre l'utilisateur et puis le fournisseur ou les concepteurs de machines. Je le rappelle ici, tous les acteurs concernés doivent participer à l'élaboration du besoin, mais également à la rédaction de ce cahier des charges. Voilà, c'est un document qui va potentiellement être vivant en fonction des échanges qu'on va avoir avec les différents fournisseurs. On va pouvoir y amener des améliorations, mais il faut bien garder en tête, c'est toujours l'utilisateur qui a le dernier mot. Donc ce cahier des charges, il va devenir un document contractuel lors de la commande. Et pour sélectionner les fournisseurs, donc on peut avoir des fois des éléments qui vont être très techniques, il ne faut pas hésiter à se faire aider par un consultant ou par un organisme pour analyser et comparer les différentes offres.
Donc ce cahier des charges, il va contenir des informations au niveau fonctionnel, au niveau usage, mais pas que. Il y a d'autres éléments qui peuvent être intégrés, notamment toute la partie nécessaire à la prévention des risques, les aspects réglementaires. Donc comme l'a présenté Mimoun, pour les machines, la conception dépend de la directive 2006/42/CE. Donc il faut bien s'assurer que la machine et que le fournisseur va bien respecter cette réglementation, donc bien le mentionner dans le cahier des charges. Et on peut également identifier des normes à respecter. Donc là, je vais faire une petite parenthèse sur le cadre normatif. Donc là, tout ce qui va être réglementation, directive et d'application obligatoire pour les constructeurs, les normes sont d'application volontaire. Donc elles s'adressent aux concepteurs de machines. C'est toujours intéressant comme ces normes-là, quand elles donnent ce qu'on dit présomption de conformité avec la réglementation, ces normes peuvent aider à s'assurer que le constructeur respecte le cadre réglementaire. Donc on peut en mentionner quelques-unes, notamment si on va acheter une machine d'un certain type, on peut mentionner là où les normes relatives à ce type de machine. Par contre, il faut éviter d'en mettre une liste trop longue parce que ça deviendrait plus compliqué à vérifier par la suite que ces normes sont bien respectées par le fournisseur. On peut également indiquer les conditions de réception, à savoir les différents jalons, que vont comporter les vérifications à ces jalons, quelles sont les modalités de vérification, et également quels vont être les critères d'évaluation qui vont permettre de définir si c'est bon ou non. On peut également, il faut également indiquer un point important, quelles vont être les dispositions pour la formation des personnels, que ce soit le personnel d'exploitation ou le personnel de maintenance. Et en complément, il y a plein d'autres éléments qui peuvent être ajoutés, comme les conditions de livraison, de montage, donc qui va faire quoi au niveau de ces phases-là. Bien mentionner que la documentation doit être fournie avec la machine, quels documents doivent être inclus et un point important également, qu'elle doit être en français. Voilà, il y a donc d'autres éléments et pour ce faire, vous avez donc la brochure ED 6231 qui va vous donner la démarche pour toute cette partie de identification du besoin et rédaction du cahier des charges à travers des exemples. Donc vient ensuite la phase d'installation et de réception. Donc, en premier lieu, bien respecter les préconisations de la notice. Normalement, la notice doit contenir toutes les instructions nécessaires pour l'installation de la machine. Donc, il est important de la demander avant de démarrer l'installation. Cette notice, elle va par exemple contenir des informations sur comment manutentionner le matériel qui va être installé, mais également comment la positionner dans l'espace, les distances minimales à respecter, etc. Sachant qu'à cette étape-là, il va falloir également prendre en compte l'environnement dans lequel la machine va être intégrée. Si possible, au maximum, effectuer l'installation avec l'appui technique du fabricant. C'est lui qui connaît le mieux la machine et comment la mettre en œuvre. Donc c'est une phase qui est très importante à préparer. Donc il faut bien lister toutes les tâches qui vont être réalisées, dans quel ordre elles vont être faites, par qui elles vont être faites, avec quels moyens, et évaluer les risques associés à chacune de ces opérations. Ça demande pas mal d'anticipation. Par exemple, vous avez une machine qui va devoir être installée dans une certaine partie du site. Il y a une porte à franchir. Cette porte, vous l'avez indiquée dans le cahier des charges. Cette porte, elle a été prise en compte dans le dimensionnement de la machine. Et le jour J, il s'avère que l'engin de manutention qui est prévu est trop grand pour passer cette porte. Donc dans ce cas-là, soit on va chercher un autre accès qui permettra le passage, mais on va être sur des endroits où peut-être le personnel n'aura pas été informé, on n'aura pas anticipé des choses au niveau de cette trajectoire et on pourra créer des situations à risque. Ou alors on va, de manière dégradée, utiliser d'autres moyens de prévention d'autres moyens de manutention, qui pourront également créer des situations à risque. Donc, bien identifier toutes les tâches qui vont être faites, faire attention également à la coactivité, à la gestion des entreprises extérieures. Voilà, c'est des phases qui peuvent être particulièrement accidentogènes. Et donc, autant que possible, associer le personnel de maintenance. Là aussi, c'est des phases où les différents composants, les différents éléments de la machine vont être visibles. Donc ça peut être une bonne manière pour le personnel de maintenance de se familiariser avec les différents éléments qui constituent la machine. Et si vous le faites avec l'appui du fabricant, c'est aussi le moment pour eux de poser des questions au personnel qui va être en place. Donc ça aussi, c'est des choses qui s'anticipent. Je crois que vous avez compris, un mot-clé pour cette phase, anticiper au maximum. Anticiper l'installation et quand possible, détacher des ressources au niveau de la maintenance pour pouvoir participer à cette phase-là. Une fois que la machine est installée, on va attaquer sur la phase de réception.
Donc là, il y a deux volets à prendre en compte. Le premier, ça va être de vérifier que la machine elle est adaptée, qu'elle est adaptée à l'usage qui est prévu et qu'elle est adaptée à son environnement. Donc ça se fait au regard de la notice d'instruction de la machine. Pour les équipements de levage, cet examen d'adéquation, il est obligatoire, il est fixé par l'arrêté du 1er mars 2004. Et on va avoir besoin de vérifier que la machine elle est conforme. Donc là, on va vérifier qu'elle est conforme en premier lieu par rapport au cahier des charges, mais également par rapport à la réglementation qui est applicable. On a reçu plusieurs fois la question de savoir s'il était obligatoire de faire appel à un organisme de vérification pour vérifier la conformité de la machine à la réception. Donc il y a en effet une obligation réglementaire pour l'utilisateur de s'assurer que la machine qu'il acquiert est conforme, mais ça peut se faire en interne si l'on dispose des compétences techniques. On peut le faire soi-même. Donc pour réaliser cette tâche, vous pouvez vous appuyer sur la brochure ED 4450 de l'INRS, donc qui s'adresse aux utilisateurs qui font l'acquisition d'une machine neuve et donc qui liste différents points qu'on peut vérifier à ce moment-là. Si jamais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent de cette analyse-là ou que vous ne disposez pas des compétences en interne, bien sûr, vous pouvez faire appel à un organisme de contrôle ou de vérification pour réaliser cette tâche. C'est le moment également de finaliser l'évaluation des risques. Comme Mimoun le disait, c'est un document qui est vivant, qui est amené à mettre à jour dans les différentes phases. Donc en phase de réception, on aura peut-être constaté des choses qui n'auront pas été vues dans la phase d'acquisition. Donc ne pas hésiter à bien refaire toute cette évaluation et à compléter le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et c'est le moment également d'adapter les modes opératoires et de rédiger les fiches de poste. Donc là aussi, vous avez la brochure INRS l'ED 126 qui vous donne un exemple de constitution de fiches de poste. Une fois que la machine est installée, on va passer dans la phase d'utilisation et de maintien en état. Donc déjà, en premier lieu, qu'appelle-t-on utilisation ? L'utilisation de la machine, elle va comprendre la phase de mise en service, elle va comprendre la production, mais également la maintenance, le maintien en état, et donc tout ce qui va être réglage, nettoyage, opération de débourrage, de changement d'outils, de changement de production, ça va faire partie de cette phase d'utilisation. Donc tous ces risques-là, ils vont devoir être pris en compte dans cette phase. Donc pour la phase de mise en service, on va privilégier une montée en cadence qui soit progressive, notamment pour, en premier lieu, adapter le travail à l'homme. Donc ça va être une phase où on va pouvoir faire des ajustements, donc pour que la machine s'adapte à l'homme et non l'inverse. Donc ça va être par exemple des opérations de réglage de hauteur, etc. pour avoir des postures qui soient ergonomiques. Ça va pouvoir être d'adapter des cadences, donc ce genre de choses pour vraiment, on va dire, régler les différentes manières de fonctionner avec la machine. Ça va être aussi l'occasion de faire différents tests pour pouvoir lever des défauts, des dysfonctionnements. Et on va chercher à tester l'équipement dans tous ces modes de fonctionnement. On va également mettre en place les moyens logistiques et de vérifier qu'ils sont bien adaptés. Mettre en place les mesures organisationnelles, qui fait quoi? Notamment pour tout ce qui va être maintenance de premier niveau. Est-ce que ça va être les opérateurs de production qui vont s'en charger? Est-ce que ça va être le personnel de maintenance? Et donc choisir et vérifier que les EPI qui ont été choisis sont bien adaptés par rapport aux risques auxquels les travailleurs sont exposés. On va également informer et former le personnel. Je vais venir un petit peu plus en détail sur cette partie-là. On va valider les modes opératoires et valider les fiches de poste. Donc là, encore une fois, on va réajuster tout ce qui va être potentiellement évaluation des risques, mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels si nécessaire, parce qu'on aura peut-être des choses qu'on n'aura pas vues en phase d'installation et qu'on va voir en phase de mise en route. Donc c'est une phase qui va permettre de confronter le prescrit et le réel. La partie information et formation, donc c'est une obligation réglementaire, notamment pour tous les travailleurs, y compris ceux qui n'utilisent pas personnellement la machine, d'avoir une information sur les risques machine. Pour les travailleurs qui utilisent la machine, on va avoir deux volets. Un premier volet sur comment utiliser la machine, comment la faire fonctionner, mais également un volet sur comment l'utiliser en sécurité. Quels sont les risques qu'elle génère et comment on va les couvrir. Pour certaines machines, on va avoir une formation renforcée, notamment pour tout ce qui est appareil de levage ou machine mobile, donc bien souvent sur la forme de formation et d'habilitation. Et pour les travailleurs affectés à la maintenance, ils doivent recevoir une formation spécifique
et ils peuvent avoir besoin de formation ou d'habilitation particulière pour certains risques, notamment le travail en hauteur, le risque électrique, le travail dans des espaces confinés, etc. Et donc toutes ces instructions essentielles doivent être retranscrites dans la fameuse fiche de poste. Quand on rentre en phase de production, donc une chose à garder en tête, c'est que le constructeur doit mettre dans la notice d'instruction toutes les informations utiles pour faire fonctionner la machine. Ça va être à la fois sur l'environnement de travail dans lequel elle peut fonctionner, ça va être comment l'utiliser et ça va être quels sont les risques qu'elle génère et comment on les couvre. Donc cette notice, elle doit être à disposition des opérateurs, les informations les plus importantes retranscrites dans la fiche de poste et il faut bien réaliser les actions de maintenance qui sont prescrites dans cette notice. Bien respecter les modes opératoires, mettre à disposition et faire porter les EPI adaptés, assurer la remontée des éventuels dysfonctionnements. Donc ça, c'est une chose qui est très intéressante à mettre en phase de mise en service. Donc ne pas hésiter à conserver ce fonctionnement-là pendant la phase de production, parce que voilà, les dysfonctionnements qu'il peut y avoir, soit ils vont potentiellement amener des situations dangereuses, ça peut aussi amener des détériorations dans la manière de travailler des opérateurs qui vont chercher à compenser certains dysfonctionnements, mais ça peut aussi être le signe de certaines pannes qui vont subvenir. Donc ça, c'est très important de conserver cette remontée de dysfonctionnement et d'analyser tout ce qui est remonté. Renouveler régulièrement l'évaluation des risques. Donc là, je recite la brochure 6323 qui permet d'aider à la détection des risques des machines en service. Donc on parle depuis tout à l'heure de machines neuves, depuis la phase d'acquisition, mais si vous avez des machines qui sont déjà en fonctionnement, vous pouvez également utiliser cette brochure pour détecter s'il y a des risques sur cette machine et si oui, mettre en place un plan d'action pour pouvoir mettre les mesures en œuvre. Former et assurer le maintien des compétences, donc former les nouvelles personnes qui vont être amenées à utiliser la machine, mais également s'assurer que dans le temps, tout ce qui est dispensé pendant la formation reste en place et donc de faire éventuellement des ajustements si besoin. Si le fonctionnement autour de la machine va peut-être évoluer, l'organisation du travail autour peut également évoluer, c'est l'occasion de faire un point et puis de réadapter si besoin. Alors, la prévention des risques lors de la maintenance. On pourrait faire un webinaire complet sur le sujet. On va quand même vous donner quelques éléments, parce qu'on a reçu pas mal de questions sur cette phase-là. Donc la maintenance, elle fait partie de la phase d'utilisation. Donc, comme l'a rappelé Mimoun tout à l'heure, on a 60% des accidents qui arrivent hors production. Donc c'est une phase qui est également particulièrement accidentogène. Donc très important d'analyser les risques et de prévoir les modes opératoires. Donc là, déjà, dès la phase d'élaboration du besoin et de rédaction du cahier des charges. Ça, c'est vraiment un sujet qui doit être abordé tout au long de la vie de la machine. De réaliser les actions de maintenance préventive au maximum pour éviter d'avoir à intervenir dans l'urgence. De prévoir les moyens d'accès. Donc là aussi, par conception, si possible, prévoir des moyens qui soient pérennes et sécurisés. Et donc pour les interventions de maintenance, bien préparer toutes les interventions, même dans l'urgence. Donc de bien clarifier qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, avec quels moyens, qui fait quoi. Et donc ça pour chaque intervention, que ce soit des interventions planifiées ou des interventions de dépannage. Utiliser les modes de marche et d'arrêt appropriés. Souvent les machines ont des modes particuliers pour pouvoir intervenir dans les opérations de maintenance. Maîtriser les énergies, donc intervenir au maximum avec des machines qui soient à l'arrêt et les énergies qui soient consignées. On a reçu pas mal de questions sur la consignation. Donc, dans la brochure 6109, vous trouverez des éléments sur les opérations de consigner, donc le fait de maîtriser les énergies, et de déconsignation quand on a terminé en fin d'intervention. Si on a besoin de travailler avec les énergies, de travailler sous énergie, on a la brochure également 6129 qui vous détaille des modes de fonctionnement avec protecteurs neutralisés. Donc vous pouvez aussi trouver des informations intéressantes dans cette brochure. Donc un point important, on l'a déjà dit, former spécifiquement le personnel de maintenance aux interventions de maintenance. Et donc un mot-clé également ici, anticiper au maximum les interventions et les préparer au maximum. Dans la bibliographie qui vous sera donnée en fin de webinaire, vous trouverez également un lien vers un dossier web INRS sur l'organisation de la maintenance. Le maintien en état des machines. Donc le maintien en état des machines, on a deux volets. On a un premier volet où il faut maintenir la machine en état de conformité et un autre volet où on doit la maintenir en état de conservation. Donc ça, c'est dans le code du travail. Donc pour le maintien en état de conformité, il faut s'assurer que dans le temps, la machine est maintenue en état de conformité
avec les règles techniques de conception et de construction. Donc par exemple, ça peut être de vérifier que les protecteurs sont bien remontés après une intervention de maintenance. Et l'état de conservation, là l'objectif ça va être de chercher à déceler toute détérioration, donc détérioration de la machine dans le temps, qui serait susceptible de créer un danger. Donc on va regarder un petit peu plus en détail ces points-là. Le maintien en état de conformité, donc c'est une question qu'on a beaucoup reçue également. Maintien de conformité, mais par rapport à quoi? Donc les règles, elles vont dépendre de la date de mise en service de machines dans l'établissement. Toutes les machines qui ont été fabriquées après 95, donc c'est des machines qui normalement ont un marquage CE, elles doivent être conformes avec la directive qui était en vigueur lors de leur mise en service. Donc actuellement c'est la directive 2006-42 CE, à partir de 2027 ce sera le nouveau règlement. Pour les machines mises en service avant 93, donc ces machines auraient dû être mises en conformité, c'est le fameux décret 93-40. Et pour les machines qui ont été mises en service dans la période transitoire entre 93 et 95, donc elles doivent répondre à l'une des deux réglementations. Sachant que voilà, cette frise peut être un petit peu différente pour tout ce qui va être machine mobile et appareil de levage. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à ce sujet dans la brochure ED 113, donc qui est également citée dans la bibliographie en fin de ce webinaire, et donc le tableau 4 de cette brochure ED 113. En complément du maintien en état de conformité, donc il y a le maintien en état de conservation, donc les fameuses vérifications générales périodiques, où on va venir s'assurer que la machine dans le temps ne se dégrade pas. On va chercher à déceler toute détérioration susceptible de créer un danger. Donc pour ce faire, on va pouvoir réaliser des examens, que ce soit des examens visuels, des essais de fonctionnement, des vérifications de réglage, des jeux, du relevé d'indicateurs, vérifier des dispositifs de sécurité, etc. À une périodicité qui peut être annuelle, semestrielle ou trimestrielle, sachant que pour certains types de machines, la nature et la périodicité de ces vérifications, elle est prévue par arrêté. Donc il y a l'arrêté du 5 mars 1993 pour tout ce qui va être presse, massicot, compacteur, centrifugeuse, machine mobile, et l'arrêté du 1er mars 2004 pour les appareils et accessoires de levage. Donc pour tout ce qui est vérification générale périodique fixée par la réglementation, vous les retrouverez dans la brochure INRS 6339. Lorsqu'il n'y a pas d'arrêté, c'est l'employeur qui définit la périodicité et le contenu. Donc en se basant sur l'évaluation des risques, sur les recommandations qui sont mentionnées par le fabricant dans la notice d'instruction, et également sur les retours d'expérience. Et lorsqu'on ne dispose pas de notice, on va essayer de s'inspirer de notices de machines similaires et des différents retours d'expérience qu'on peut avoir sur cette typologie de machine. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Mimoun pour la suite du webinaire. Merci Clémentine pour cet exposé très clair. Donc, sujet modification. Alors, beaucoup de questions portant sur la modification. A-t-on le droit ou non de réaliser des modifications sur une machine? La réponse est oui. Vous avez le droit de réaliser des modifications sur la machine, mais pas à n'importe quelle condition. Il va falloir s'assurer principalement que la machine n'est pas dégradée, que la santé et la sécurité des personnes qui vont utiliser cette machine sera toujours assurée après cette modification. Donc, s'assurer que la machine modifiée reste en conformité par rapport aux règles de sécurité qui lui sont applicables, règles de sécurité que vous a présentées Clémentine précédemment dans sa frise, que la machine reste bien entendu adaptée aux conditions et caractéristiques du travail et que ses fonctionnements et utilisations ne soient pas contraires aux préconisations initiales du fabricant. Il y a des choses qu'il faut quand même éviter de faire. Typiquement, en machine, on a ce qu'on appelle des machines de l'annexe 4. C'est les machines qu'on a tendance à appeler dangereuses. Ces machines, ils ont une procédure de certification très particulière. Ça peut être le cas des nacelles, ça peut être le cas des machines, des presses à métaux. Donc sur ces machines-là, généralement, il n'est pas adapté, il n'est pas conseillé de modifier une machine qui ferait passer une machine un petit peu standard, soumise à l'autocertification, à une machine qui serait soumise à l'annexe 4. Ça, il faut quand même éviter de le faire. Mais on a le droit de modifier ces machines. Pour nous aider dans cette modification, il y a la Direction générale du travail qui a élaboré un guide technique relatif aux opérations de modification. Donc, il y a plein d'informations assez intéressantes dans ce guide. Il ne faut pas hésiter à le consulter.
Alors, modification de machine, je vous l'ai dit, l'objectif c'est de conserver le niveau de sécurité de la machine. Donc on va avoir une méthodologie, certaines étapes lorsqu'on pense à modifier une machine. La première étape, elle consiste encore une fois à exprimer le besoin. Comme lorsqu'on fait une acquisition, on fait une expression de besoin, Clémentine vous l'a clairement énoncé. Là, on va avoir la même chose lorsqu'on fait une modification de machine. Est-ce que ce besoin est justifié? Est-il vraiment justifié? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de modifier une machine pour faire une nouvelle production? Est-ce que ce serait peut-être pas mieux d'acheter une nouvelle machine qui est, elle, conçue pour faire cette nouvelle tâche? Donc ça, c'est vraiment des questions à se poser. Donc, exprimer le besoin. Ensuite, évaluer les risques induits par la modification. On en revient toujours à ça, l'évaluation du risque. La modification que je fais, est-ce qu'elle crée des nouveaux risques? Et bien sûr, respecter les règles techniques de conception et tenir compte de l'état de l'art. Alors, respecter les règles techniques de conception, parce qu'on n'a pas le droit de dégrader le niveau de sécurité de la machine. L'équipement doit rester conforme aux règles qui lui étaient applicables lors de sa première mise en service. Et respecter les règles de l'art actuelles. J'ai le droit de modifier une machine qui date de 1993, mais les règles de l'art, en 1993, elles ont bien évolué aujourd'hui. On a avancé dans la technique, bien heureusement, donc je vais tenir compte de l'état de la technique actuelle pour modifier ma machine. Et cette modification, elle doit être associée à certains documents. Donc elle doit être formalisée dans ce qu'on appelle un dossier de modification. Dans ce dossier de modification, on va retrouver par exemple des notes de calcul, on va retrouver les résultats de l'évaluation des risques. Voilà, on va retrouver toutes ces informations pertinentes pour réaliser la modification. Elle nécessite, cette modification, la mise à jour de la documentation. Imaginons que j'ai fait une modification sur une machine, j'ai rajouté des boutons sur un pupitre de commande. Il va falloir que je mette à jour la notice d'instruction, la fiche de poste, pour pouvoir indiquer à quoi servent ces nouveaux boutons. Donc pas oublier de mettre à jour la notice et tout ce qui est instruction liée à l'utilisation de la machine. Et bien sûr, mise à jour de la formation. La machine, elle a évolué, il va falloir former le personnel utilisateur de cette machine, que ce soit les opérateurs qui l'utilisent en production ou la maintenance. Il va falloir également leur faire un petit recyclage de formation sur le sujet. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'en aucun cas, la modification ne doit dégrader le niveau de sécurité initial de la machine. Ça, c'est vraiment le maître mot de la modification. Encore une fois, Midi NRS est encore une fois à votre service, une brochure spécifique pour vous aider dans votre démarche de modification de machine. C'est une brochure qu'on a appelée Amélioration des machines en service, ED 6289, également téléchargeable librement sur notre site. Enfin, la session. La machine vous a bien servi, elle vous a rendu beaucoup de services, mais il est temps d'avoir un nouvel outil de production et vous trouvez que cette machine, elle peut encore peut-être être utile à quelqu'un d'autre. Donc vous allez peut-être avoir l'idée de la vendre. Donc oui, vous avez le droit de céder cette machine. C'est ce qu'on va appeler une machine d'occasion, parce qu'elle a déjà été utilisée une fois. C'est plus une machine neuve, c'est une machine d'occasion. Donc vous avez le droit de céder cette machine. Par contre, la réglementation prévoit qu'il ne soit pas possible de remettre en circulation des machines dangereuses. Donc des machines qui auraient été abîmées, qui n'auraient été pas maintenues en état. Donc la réglementation, elle va vous demander de rédiger un certificat de conformité pour pouvoir céder cette machine. Et dans ce certificat de conformité, la personne qui signe ce certificat, en fait, elle s'assure que la machine est en état, peut être utilisée en sécurité. La machine a été maintenue en état de sécurité pour pouvoir être utilisée par un nouvel utilisateur. Donc ça, c'est la réglementation qu'elle prévoit. Il est interdit de vendre une machine non conforme, même d'occasion. Alors quand on parle de cession, on a tendance à penser à une transaction rémunérée, mais ça peut être aussi un don. Si vous donnez cette machine, ça reste une cession, une transaction. Donc il faut vous assurer que cette machine est en sécurité. Si vous louez la machine, il va falloir vous assurer que vous mettez en location un équipement sûr et conforme. Le vendeur est dans tous les cas garant de la conformité technique de la machine. Alors lorsqu'on cède une machine, on doit remettre un certificat de conformité, bien entendu, certificat de conformité qui va citer les règles techniques auxquelles la machine doit répondre. Une notice d'instruction. Alors une notice d'instruction, si bien sûr les règles techniques applicables à la mise en service de la machine prévoyaient une notice d'instruction. C'est systématiquement le cas pour les machines CE, machines mises en service après 1995, souvenez-vous de la frise de Clémentine.
Ce n'est pas forcément le cas pour les machines qui sont antérieures à 93. Et si cette machine a subi des modifications, vous allez remettre également au nouvel acquéreur ce fameux dossier de modification pour qu'il puisse avoir les éléments d'évolution de sa machine. La nouvelle évaluation du risque, les modifications qui ont été faites sur la machine par rapport à l'initiale. Vous avez une brochure, encore une fois, le D113. Cette brochure, elle traite justement des machines d'occasion. Elle reprend, elle donne un format vierge de certificat de conformité. Hein. Vous pouvez vous en inspirer. Elle donne également toute la réglementation qui était applicable à ces fameuses machines d'occasion. Donc vous pouvez la consulter. Petit aparté, il faut savoir que le Code du travail prévoit dans un délai d'1 an la possibilité de déclarer la résolution de la vente. Si vous vous rendez compte que ce soit pour une machine neuve ou pour une machine d'occasion qu'on vous a vendu une machine qui n'était pas conforme, vous pouvez avoir un recours sous un délai d'1 an pour demander la résolution de la vente. C'est vrai pour les machines neuves et les machines d'occasion. Enfin, les machines, parfois, elles ne peuvent pas avoir une seconde vie et va donc falloir penser à les démanteler, à les mettre au rebut. Alors, ce démantelage, cette mise au rebut va nécessiter une analyse de risque spécifique. Alors, sur des équipements très simples, l'analyse de risque sera très simple, mais sur des équipements un petit peu plus conséquents, vous voyez dans la photo, par exemple, il y a l'usage d'un chalumeau pour pouvoir démonter la machine. C'est un chalumeau, c'est quand même assez spécifique comme outil de travail. Il y a des risques, il peut y avoir des incendies, des brûlures, donc il va falloir faire une analyse de risque particulière. Donc une analyse de risque spécifique pour le démantèlement. Le fabricant de la machine a normalement dû prévoir les moyens de prévention ou a dû traiter de ce démantèlement dans sa notice d'instruction. Donc se référer également à la notice d'instruction du fabricant pour voir dans quelles conditions je peux remettre au rebut ma machine. Il y a peut-être également des réglementations particulières par rapport à l'environnement, par rapport à la sécurité qui sont applicables lors du démantèlement d'une machine. Typiquement, vous avez un engin, il y a des huiles, il y a une batterie avec du plomb, il y a des règles spécifiques pour traiter ces liquides et ces équipements. En cas d'absence de notice d'instruction, pas hésiter à en référer au fabricant pour qu'il puisse vous donner des éléments vous permettant un démontage, une mise au rebut en sécurité de cet équipement. Voilà, on en a terminé pour les aspects techniques de ce webinaire. Pour vous informer, pour aller plus loin, nous vous avons mis à disposition une bibliographie. Donc vous retrouverez toutes les références de brochures qui ont été citées pendant cette présentation. Il suffit de cliquer sur le lien et vous pourrez avoir accès au téléchargement. Sachez qu'il existe également des dossiers web consacrés aux machines, donc qui traitent de la conception des machines, qui traitent de l'acquisition des machines, de l'utilisation des machines et également de l'organisation de la maintenance. Et nous n'avons eu qu'une heure pour traiter de ce sujet, mais il y a plein de choses à en dire. Donc il existe également une formation, référence JJ1606, formation qui dure 2 jours, pendant laquelle on revient de façon plus pertinente avec des cas pratiques sur toutes ces phases d'utilisation des machines. Voilà, l'ensemble des documents est disponible sur le site de l'INRS. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser. Vous allez sur le site de l'INRS, vous cliquez en haut à gauche sur « Poser une question » et vous pouvez nous faire parvenir toutes vos questions, que ce soit d'ailleurs sur un sujet machine ou sur un autre. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Et le webinaire sera mis en ligne d'ici les prochains jours sur le site de l'INRS et également sur la chaîne YouTube de l'INRS. Merci à tous et à bientôt.